Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la légendaire honnêteté des Japonais. Tu as sans doute déjà entendu qu'au Japon, si tu perds ton portefeuille, tu es quasiment sûr de le retrouver à 100%. Mais est-ce que c'est parce que les Japonais sont vraiment les personnes les plus honnêtes du monde? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre raison qui explique cette réputation? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions en te racontant notamment l'histoire d'un Japonais qui a trouvé un portefeuille et qui a fini par poursuivre le propriétaire en justice pour obtenir une récompense. Alors installe-toi confortablement et découvrons ensemble la vérité sur l'honnêteté des Japonais. Retour en janvier 2023, lorsqu'à Osaka, un homme qu'on appellera Monsieur L trouve dans la rue un portefeuille qui contient 430 000 yens, soit environ 3000 euros. Il décide de le remettre à la police, et grâce aux cartes de visite qu'il contenait, la police a pu retrouver rapidement le propriétaire qui a récupéré son portefeuille le jour même. La police informe donc Monsieur L et lui donne le numéro du propriétaire pour qu'il puisse le contacter. Et oui, parce qu'au Japon, il existe une loi sur les objets trouvés. Il y a 4 points importants à retenir de cette loi. Premièrement, toute personne qui trouve un objet et décide de le garder encourt jusqu'à 1 an de prison et 100 000 yens d'amende, soit environ 680 euros. Et ce, quelle que soit la valeur de l'objet. Deuxième point important, le propriétaire de l'objet perdu doit verser une récompense équivalent de 5 à 20% de la valeur de l'objet à la personne qui l'a trouvé. Cependant, il est à noter que la personne qui a restitué l'objet peut choisir de refuser la récompense et de rester anonyme s'il le souhaite. Troisième point, la personne qui a trouvé l'objet doit réclamer sa récompense dans un délai d'1 mois à compter de la restitution au propriétaire. Et enfin, quatrième point important, si le propriétaire n'est pas retrouvé dans les 3 mois, la personne qui a trouvé l'objet en devient le propriétaire. Il y a quand même quelques exceptions à ce quatrième point, par exemple les téléphones portables, les permis de conduire ou les autres objets qui contiennent des informations personnelles. Il faut aussi noter que les objets de moindre valeur, comme par exemple les parapluies ou les vêtements, ne sont stockés que pendant 2 semaines et il y a la possibilité qu'ils soient par la suite vendus ou détruits. Quand on regarde cette loi de plus près, on comprend mieux pourquoi au Japon, quelqu'un qui trouve un portefeuille dans la rue a tout intérêt à le donner à la police. D'une part parce que s'il le garde, il risque une amende voire la prison, et puis surtout parce que potentiellement, il peut non seulement recevoir une récompense, voire même récupérer l'intégralité du portefeuille passé 3 mois. C'est donc la parfaite illustration de la méthode de la carotte et du bâton. Et donc maintenant qu'on sait tout ça, revenons-en à Monsieur L qui décide d'appeler le propriétaire du portefeuille. Ce dernier met vite fin à la conversation en disant qu'il est occupé avant de raccrocher sans même lui dire merci. Par la suite, Monsieur L réessaye de le contacter en l'appelant et en lui envoyant plusieurs SMS, mais le propriétaire fait le mort en espérant peut-être ne pas avoir à lui donner 150 euros minimum en guise de récompense. Et là, il a fait une erreur parce que, vexé de ne même pas avoir reçu un petit remerciement, Monsieur L décide de l'attaquer en justice et de lui demander un paiement de 86 000 yens, soit environ 650 euros. Un montant qu'il n'a pas choisi au hasard, puisque ça correspond pile à 20% du contenu du portefeuille, qui selon la loi est le montant maximum qu'il aurait pu recevoir en guise de récompense. Finalement, lors de la première plaidoirie qui s'est tenue le 12 mars 2023, les deux parties ont trouvé un accord et le propriétaire du portefeuille lui a finalement versé 70 000 yens, soit 480 euros, ce qui correspond à 16% du montant du portefeuille. Monsieur L a déclaré qu'il n'était pas intéressé par l'argent et qu'il n'aurait pas intenté de procès si le propriétaire lui avait simplement exprimé sa gratitude. Et pour sa défense, le propriétaire, quant à lui, a déclaré qu'il était trop occupé par son travail pour répondre, mais il a reconnu qu'il aurait quand même dû le remercier plus tôt. À vouloir économiser 150 euros, il a finalement dû en débourser 480. Je trouve cette histoire intéressante parce que, au final, on peut pas vraiment savoir quelles étaient les motivations des deux personnes impliquées. Et c'est pareil quand on parle de l'honnêteté des Japonais. C'est un peu plus compliqué que de l'expliquer uniquement par l'éducation et la culture. J'ai envie de rester un peu sur les objets trouvés et de regarder d'un peu plus près le cas de Tokyo Intramuros qui possède une population de 14 millions d'habitants. D'après les chiffres de la police de Tokyo, sur une année, le ratio entre les objets perdus et restitués à leur propriétaire est le suivant. 545 000 cartes d'identité ont été rendues à leur propriétaire, soit 73% du nombre total de cartes perdues. Pour les téléphones portables, c'est 130 000 téléphones portables récupérés, soit 83% au total. Et enfin, pour les portefeuilles, 240 000 portefeuilles rendus, ce qui correspond à 65% de tous les portefeuilles perdus. Ces chiffres révèlent 2 choses. Tout d'abord, les Japonais ne sont pas uniquement motivés par l'argent et la récompense. Car
Comme je l'ai mentionné précédemment, il est impossible de récupérer une carte d'identité ou un téléphone portable si le propriétaire n'est pas retrouvé. Les 17% de téléphones portables qui n'ont pas retrouvé leur propriétaire ont tout simplement été détruits. Ensuite, bien que plus de la moitié des Japonais remettent les portefeuilles qu'ils trouvent à la police, on est quand même loin des 100%. L'occasion de rappeler qu'il ne faut pas tomber dans les excès et idéaliser le Japon, car oui, comme dans tous les pays, il y a aussi des voleurs au Japon. Là où ça peut être intéressant, c'est de comparer ça avec d'autres pays. Mais avant ça, juste un petit mot pour te dire que si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et donc, si on compare avec d'autres pays, prenons l'exemple de la France, où selon la préfecture de police de Paris, seulement 21% des objets trouvés ont été rendus à leurs propriétaires sur une période d'1 an. Et si on prend une étude de 2002, durant laquelle un chercheur a volontairement perdu des téléphones ainsi que des portefeuilles à Tokyo et New York, le résultat est sans appel. À Tokyo, 88% des téléphones ont été remis à la police, contre seulement 6% à New York. Et pour les portefeuilles, les chiffres sont également significatifs, avec 80% de portefeuilles remis à la police à Tokyo, contre seulement 10% à New York. Une chose qui peut expliquer une telle différence, c'est la présence au Japon des koban. Les koban, ce sont des petits commissariats de quartier qui ont deux avantages. Le premier, c'est qu'ils sont très nombreux et donc facilement accessibles. Et le deuxième avantage, c'est l'image qu'ont ces policiers de proximité qui sont là avant tout pour assister et servir les habitants du quartier. Il n'est pas rare par exemple qu'ils aident des personnes perdues à trouver leur chemin. Ce qui fait que dès leur enfance, les Japonais voient dans les policiers du koban des personnes de confiance qui sont là pour les aider. Alors qu'en France, la police a une image plus répressive et moins axée sur la proximité. En général, on essaye de les éviter au maximum. C'est donc naturellement plus facile et rapide de faire les démarches pour déposer un objet trouvé au Japon plutôt qu'en France. En France où parfois, certaines personnes ont déjà du mal à déposer des plaintes pour des faits plus graves. Donc l'abondance des postes de police facilite les choses, mais ça n'explique pas tout. Et là, je passe à la deuxième chose qui, selon moi, peut expliquer l'énorme différence des chiffres entre le Japon et les pays occidentaux en termes d'objets trouvés. C'est la pression sociale et sociétale. Au Japon, l'effet de groupe et la pression sociale sont très importants. Ce qu'on pourrait interpréter comme du respect des règles ou de l'honnêteté est souvent plus un effet de groupe alimenté par la peur du jugement des autres, que ce soit de la part de sa famille, de ses collègues de travail ou encore de la société dans son ensemble. Il y a toujours un œil pour nous observer, qu'il s'agisse des personnes autour ou encore des nombreuses caméras de surveillance omniprésentes. De plus, le taux de condamnation au Japon étant de 99%, ça peut également dissuader les gens de commettre des infractions. Un exemple de cet effet de groupe est que si un panneau interdit le stationnement des vélos, il suffit que 2 ou 3 personnes se garent quand même pour que tout le monde suive derrière. En d'autres termes, même si c'est interdit, personne ne juge les autres s'ils suivent la tendance générale. Un autre exemple connu, ce sont évidemment les parapluies. Au Japon, quand il pleut, tu peux laisser ton parapluie devant les magasins et les combini, mais par contre, t'es pas certain de le retrouver en sortant. Le fait que personne ne surveille les parapluies et la possibilité de s'être tout simplement trompé font que les vols de parapluies sont très courants au Japon. Et là encore, le fait que tout le monde le fasse déculpabilise beaucoup de monde. Donc au final, pour répondre à la question « Est-ce que les Japonais sont vraiment honnêtes ?», j'ai envie de répondre « Oui ». Et ça s'explique par un système qui repose sur un mélange complexe d'infrastructures, d'encouragements juridiques utilisant la méthode de la carotte et du bâton, ainsi que de normes culturelles. L'ensemble forme un système étonnamment efficace qui explique l'énorme différence entre les personnes qui retrouvent leurs objets perdus au Japon et dans les autres pays comme la France ou les États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu, et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!